Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres en Tunisie. Nida Tounes, le parti au pouvoir, est dans la tourmente, déchiré entre factions rivales. Alors que son principal allié, Ennahda, se porte au mieux. C'est grâce aux islamistes que le gouvernement a obtenu ce lundi la confiance du Parlement. Nida Tounes doit plus que jamais s'appuyer sur eux. Vous verrez le reportage de notre correspondant. Des militants en colère à Niamey après la décision du tribunal de maintenir en prison l'opposant Ama Amadou. Mais le principal rival du président Issoufou reste candidat à la présidentielle. Son dossier a été validé ce week-end. Et puis nous vous proposons un voyage au cœur du travail de l'artiste béninois Julien Saint-Zogan. Il nous a ouvert les portes de son atelier en banlieue parisienne. Certaines de ses œuvres, inspirées notamment de l'esclavage, sont exposées en ce moment à la Galerie Mu à Paris. Un travail poétique et intrigant mêlant dessin, peinture et sculpture. Alors que la Tunisie s'apprête à célébrer cette semaine les 5 ans de la chute de Ben Ali, le parti du chef de l'État, Nida Tounes, est englué dans une crise interne. Ce lundi, 11 nouveaux députés ont fait défection et c'est donc son allié Ennahda qui devient de fait le premier parti à l'Assemblée. Le parti islamiste, tout en soutenant le gouvernement, tire son épingle de ce jeu politique. Leur leader a même été ovationné lors du congrès de Nida Tounes ce week-end. Regardez le reportage de Sandro Lutiens et Hamdit Lili. Une scène impensable il y a un an. 20 minutes de discours et d'applaudissements au congrès du parti rival dans la ville de Sousse. Une place de choix pour Rached Ranouchi, leader du parti islamiste Ennahda et invité d'honneur du parti présidentiel Nida Tounes. Pour nous, la Tunisie est un oiseau et Ennahda et Nida Tounes sont ses deux ailes. Lors des dernières élections, Nida Tounes avait appelé au rassemblement contre les islamistes. Mais après un an de coalition gouvernementale, les partis rivaux, unis dans la lutte antiterroriste, semblent plus proches que jamais. Aujourd'hui, la gestion du Parlement se fait autour d'alliances, mais pas autour d'un parti majoritaire et d'autres minoritaires. Ce n'est plus le cas. C'est une étape qui requiert le compromis utile pour le pays. Voilà. Un compromis presque inévitable pour un parti Nida Tounes en crise. Après une lutte à la succession et la prise de pouvoir d'Hafed Kaïd Essebsi, le fils du président, le parti vient de perdre sa majorité relative à l'Assemblée. Car le même jour, à Tunis, c'est le groupe dissident du parti, emmené par l'ancien secrétaire général Mohsen Marzouk, qui tient son propre meeting avec une vingtaine de députés démissionnaires. Il n'y a plus de démocratie dans ce parti, il n'y a plus d'urne dans ce parti. Maintenant, on désigne les gens à l'extérieur et on vient les faire applaudir par les congressistes. Le Nida est devenu un appendice de Ennahda. Une opinion partagée par les nombreux militants qui ont suivi le groupe des dissidents. Essebsi qui a trahi ce peuple. Pourquoi il a trahi ce peuple? Pourquoi? Pas parce que c'est uni avec Ennahda. Il n'y a pas de différence entre lui et Ennahda. Un parti Ennahda désormais première force au Parlement, mais qui maintient sa stratégie de consensus et reste volontairement en retrait. Au Niger, pas de remise en liberté pour l'opposant Ama Amadou. Impliqué dans une affaire de trafic de bébés, le grand rival du président Issoufou reste en prison. Décision de la cour d'appel de Niamey, mais il reste aussi candidat à la présidentielle du 21 février prochain. Sa candidature a été validée ce week-end. Les militants de son parti qui dénoncent un procès politique sont en colère. Écoutez. S'il ne sort pas sous forme de liberté provisoire, il sortira, Inch'Allah, des geôles en qualité de président de la République du Niger. On va le soutenir, on continuera de le soutenir, on va militer, on va faire tout notre possible pour atteindre notre objectif. Ama Amadou, l'opposant qui peut encore se pourvoir en cassation. On va prendre la direction du Nigeria où une affaire de détournement de fonds défraie la chronique. L'affaire Dasuki, du nom de l'ex-patron des services secrets sous l'ancien président Goodluck Jonathan, qui est en détention provisoire depuis des mois. Le président Bouhari a laissé entendre lors d'une interview qu'il s'opposerait à son éventuelle libération, soulevant ainsi un tollé au sein de l'opposition. On va retrouver tout de suite Moïse Gomis en ligne en direct de Lagos. Moïse, une nouvelle information qui est tombée aujourd'hui suscite à nouveau la colère de l'opposition. Effectivement, un membre du parti du président Goodluck Jonathan, Jafar Wissa, qui était impliqué et arrêté la semaine dernière dans cette affaire de détournement de fonds, a été libéré manifestement 8 heures après
son arrestation puisqu'il a versé et remboursé une partie de l'argent qu'on lui reprochait d'avoir détourné. Il a plaidé la bonne foi, il a reconnu avoir touché de l'argent de Sambo Dazuki pour servir d'intermédiaire dans l'achat d'une villa au bénéfice de Sambo Dazuki. Et donc, cette information, ici au Nigeria, a suscité une polémique, notamment auprès de l'opposition, le parti démocratique de l'ex-président Goodluck Jonathan, qui parle de 2 poids, 2 mesures avec cette libération de Jafarou Issa, puisqu'on le rappelle, 2 membres du PDP sont toujours sous état d'arrestation, car on leur reproche d'avoir touché aussi des fonds de Sambo Dazuki. Alors Moïse, cette affaire, elle fait la une depuis des semaines au Nigeria. Elle concerne plusieurs millions de dollars. Comment réagit la population? Est-ce que c'est plutôt positif pour le chef de l'État? C'est plutôt bien vu aussi au Nigeria, puisqu'il y avait des comportements assez limites sur le maniement de l'argent public et de l'argent privé. Et on assiste à une sorte de changement de comportement des élites politiques, économiques et militaires. Par exemple, ce week-end, un des leaders du PDP a appelé les membres du parti qui seraient impliqués dans ce scandale à rebond de rembourser l'argent si jamais ils étaient réellement impliqués dans cette affaire. Et le président Buhari lui-même avait écarté Jafarou Issa de la liste des nominations ministérielles. Ça veut dire qu'au Nigeria, on est dans un changement d'air et que le vol et la corruption sont les malvenus maintenant. Merci pour toutes ces précisions, Moïse Gomis, en direct de Lagos. C'est un journaliste burundais qui a obtenu le prix 2015 de la presse diplomatique française, Esdras Ndikumana, correspondant de RFI de l'AFP, récompensé pour son courage et la qualité de sa couverture de la crise au Burundi. Vous le voyez à côté de Laurent Fabius. Esdras Ndikumana qui a été battu par les forces de l'ordre en août dernier, qui vit désormais en exil au Kenya. Écoutez. Je me sens très heureux de voir que le travail accompli a été reconnu à un tel niveau. C'est aussi un moment de gravité parce que mon travail a été reconnu à cause des activités, de ce qui se passe au Burundi, à cause des violences qui ont cours dans ce pays. Tous les Burundais sont conscients qu'on ne peut pas arriver à une solution militaire. Je pense qu'il faudra en passer par une solution négocier, il faudrait passer par des discussions, arriver à une attente entre les différentes parties pour que la situation revienne au calme. Et je pense que tout le monde, même ceux qui refusent aujourd'hui, demain, vont en être conscients. Des propos recueillis par Bangali Touré et Kalidou Sy. Journée sans téléphone mobile au Cameroun, un boycott organisé par les consommateurs des services Orange et MTN. Ils sont en colère contre ces 2 sociétés qui font la promotion de la 4G qui serait désormais disponible au Cameroun. Des annonces qui ne sont pas suivies d'effet sur le terrain selon ces consommateurs. Ils affirment que même la 3G n'est toujours pas disponible et que les réseaux Internet sont encore balbutiants. Ils en appellent à l'intervention de l'État. Au fait, ça ne sert à rien de troubler la population avec les histoires de 3G, les 4G. Là. Même en Europe, ça n'existe même pas. Et je vois que ces derniers temps, la connexion Orange bug. Et ce n'est pas normal de tromper la population, soit ses abonnés, pour dire qu'il y a 4G, alors qu'il n'y a rien comme 4G. On a de sérieux problèmes de communication. Mais on nous parle de 4e génération, mais vraiment, ça nous surprend. Ça nous surprend vraiment. Et puis, les tarifs de la communication sont très, très élevés. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est le silence des autorités. C'est comme si dans ce pays, les gens se sont permis de dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, tout en sachant qu'ils ne seront jamais punis. L'esclavage, les liens entre l'Afrique et les Caraïbes ont beaucoup inspiré ces toiles, mélange de dessins et de peintures. Rencontre aujourd'hui avec le grand artiste béninois Julien Saint-Zogan, actuellement exposé à la Galerie Mu à Paris. Le reportage est signé Nicolas Germain, Bangali Touré et Kalidou Sy. La maison de l'artiste béninois Julien Saint-Zogan est à la fois une galerie d'art et un atelier. Elle compte d'innombrables pièces où sont exposées ses œuvres. Alors, c'est ma salle de travail, c'est la pièce dans laquelle je suis en général, que je peins tous les jours. Julien Saint-Zogan est représenté par l'October Gallery à Londres. En ce moment, il peint des ponts de lianes. C'est une très vieille tradition sur certaines régions forestières sur le continent africain, où les peuples, en jetant ces ponts fragiles d'une rive à l'autre, pouvaient échanger, pouvaient communiquer. Le plus surprenant, c'est que ce plasticien ne voit pas bien de l'œil gauche. Étant enfant, j'ai eu un accident avec un autre gamin avec lequel je jouais et je me suis retrouvé avec un fil de fer dans l'œil gauche.
J'avais à l'époque à peu près 7 ans et ça n'a pas été bien soigné. Julien Saint-Zegan s'intéresse beaucoup à ce qui est arrivé aux esclaves africains et à l'empreinte qu'ils ont laissée dans les Caraïbes. C'est le mouvement ombilical. Voyez-vous, avec les diasporas, la création qui se fait depuis Cuba, depuis Haïti, depuis la Martinique, comment ceux qui sont partis, comment ils ont récupéré les éléments du continent africain, les traditions qu'ils ont préservées, comment ils les expriment. Cette toile évoque le vaudou, religion originaire du Bénin, et son influence en Haïti. En moyenne, les tableaux de Julien Saint-Zegan se vendent 15 000 €. Ils peuvent être admirés à Paris, à la Galerie Mu, jusqu'au 30 janvier, et seront visibles dans plusieurs villes du Brésil à partir du mois de mai. Yenayer, c'est le nouvel an berbère. Il est célébré un peu partout, mais surtout en Algérie, en Tunisie. Et puis au Maroc, comme ici sur ces images, à Sefrou, la nouvelle année amazigh qui se célèbre bien sûr avec des repas copieux, de la musique et des danses. Et on va se quitter sur ces images. Élémentaire. C'est élémentaire, cette semaine nous sommes en Inde dans l'état du Gujarat. C'est dans ce pays que se cachent peut-être les inventeurs les plus prometteurs au monde. Ils mettent au point des inventions simples et peu chères qui peuvent résoudre très facilement des problèmes du quotidien. On appelle ça l'innovation frugale. Leurs idées pourraient bientôt faire le tour du monde. Élémentaire, à voir sur France 24 et sur france24.com.